Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de l'attaque des paramoteurs du Hamas hier, car c'est très intéressant d'un point de vue purement technique et militaire. Je ne suis pas là pour faire de la politique, je ne suis pas là pour faire dans l'émotionnel non plus, je suis là pour essayer de vous apprendre, de vous ouvrir un petit peu les chakras, d'augmenter vos connaissances sur l'utilisation de paramoteurs à des fins militaires. Et on rentre directement dans le cœur du sujet. En 1, c'est l'armée de l'air israélienne. J'ai travaillé avec, j'ai eu la chance de survoler Israël, même avec des armes. Juste après les attentats du Bataclan, ils nous ont laissé passer au-dessus de leur territoire. On pouvait rentrer en Irak après le survol d'Israël. Ils sont extrêmement bien drillés, extrêmement bien rodés, extrêmement bien formés et surtout ils ont un état d'esprit constant de préparation au combat du fait de la situation très particulière dans laquelle se trouve leur pays depuis 1948. Leur armée de l'air, c'est à peu près 34 000 hommes et femmes, très gros taux de féminisation. Ils ont environ 400 aéronefs et 215 hélicoptères, dont une bonne partie de combat. Ils sont à l'heure actuelle équipés par une trentaine de F-35I, une version spéciale dont nous reparlerons dans les semaines qui viennent. Ils ont également des F-15 et je vous rappelle que c'est un pilote israélien qui a réussi à ramener un F-15 sur une seule aile. Et derrière, plus de 200 F-16, F-16 que vous avez probablement vu aux informations ces derniers jours car ils vont tirer des JDAM, des bombes à guidage GPS sur la bande de Gaza. Maintenant, tout ça, c'est bien, mais ça a des limites, surtout face à des paramoteurs. Donc le paramoteur militaire, est-ce que c'est nouveau? Si vous avez déjà regardé James Bond, eh bien non. Et oui, en effet, regardez les films de science-fiction, c'est souvent une bonne idée parce que ça vous prépare des fois des plans militaires. Blague à part, le Qatar, l'Égypte, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mozambique, les États-Unis, la Chine et même la France, tous ces pays ont déjà utilisé le paramoteur à des fins militaires ou paramilitaires. Aux États-Unis, vous avez 6 forces de police, dont celle de Palm Bay, qui depuis 2010 utilisent les paramoteurs. Ils les utilisent également pour surveiller les grands parcs. Et en Afrique du Sud, ils avaient fait des tests sous JVN et remonté ce qu'on appelle des riverbeds, des lits de rivière. Et au Mozambique, suite à des catastrophes naturelles, ils ont réussi à faire du sauvetage grâce aux paramoteurs. La Chine les a utilisés lors des Jeux Olympiques. Donc comme vous pouvez le voir, ça remonte. La France, le 13e BCA, le bataillon des chasseurs alpins, ceux qui ont le chapeau très particulier qu'on salue, eh bien eux, ils ont fait des essais dès les débuts des années 2000. En 2002, on trouve des documents qui attestent de tests qu'ils ont réalisés avec des voiles de 24 à 32 mètres carrés, également sous jumelles de vision nocturne, et ils arrivaient à prendre tout leur pactage, lors de 45 kg et même plus, et l'utiliser, ils l'ont testé pour l'exfiltration. Je ne vous dirai pas s'ils l'utilisent encore. Maintenant, quelle puissance de feu est-ce que vous pouvez véhiculer avec un paramoteur? Nous l'avons vu, c'est des tailles de voile assez restreintes qui vont vous donner une certaine portance. Vous allez pouvoir vous balader entre 20 et 80 km/h, embarquer une charge utile, comme on dit, de 100 à 200 kg. Et le matériel pèse une trentaine de kilogrammes. Vous allez consommer quelques litres de carburant par heure, donc ce n'est pas énorme. Donc nous avons vu le Hamas utiliser des monopilotes et utiliser des équipages en tandem. Ça permet d'avoir une personne qui pilote, une personne qui met en œuvre si besoin de l'armement. Maintenant, le paramoteur à des fins de bombardement peut être utilisé avec des grenades. On en revient à ce que faisait l'armée aérienne pendant la Première Guerre mondiale. Vous envoyez des grenades ou des obus de mortier vers le sol. Ou alors, c'est à des fins de pénétration. Rentrer rapidement en profondeur, passer au-dessus des barbelés, des défenses pour pouvoir prendre en tenaille l'adversaire ou aller se poser dans des zones qui ont été repérées en avance pour pouvoir enlever des VIP ou des hauts dirigeants, des militaires importants du côté israélien. Ça, nous en reparlerons cette semaine. Maintenant, au niveau de la protection de l'espace. Alors, vous voulez protéger votre espace aérien. Comment est-ce que vous faites? Toujours les mêmes principes, si vous suivez la chaîne, il faut détecter. Ensuite, il faut classifier. Ensuite, éventuellement, vous pouvez engager. La difficulté de la détection, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir des radars. Le radar, il doit avoir une intervisibilité qui vous amène à voir. Si vous avez un paramoteur qui se déplace, et on les a vus très bas, c'est pas pour rien qu'ils volent aussi bas, ça fait plus de bruit, mais ça limite leur durée de vulnérabilité face à des troupes au sol, mais surtout, ça risque de les rendre non détectables au radar sol-air et même à des radars RR. La plupart des radars d'avions de chasse fonctionnent au Doppler. Il y a un filtre au niveau de la vitesse de l'avion, je vous passe les détails, mais tout ce qui va en dessous de certaines vitesses ne ressort pas dans la plupart des radars. C'est pas nouveau.
On l'a vu avec le cas des ballons chinois. Il y avait ces filtres aux États-Unis. Donc pour être radarisable, il vous faut une certaine SER, surface équivalente radar, et une certaine vitesse. Si vous vous baladez à 20-30 km/h et que vous êtes juste à hauteur des toits, ne croyez pas que ça va sortir sur tous les radars du monde et de l'univers. De toute façon, vous risquez d'être caché dans les masques de terrain, donc ça ne fonctionnera pas. Donc toute la technologie de détection pour choper un MiG-25, un Sukhoi 27, même un Sukhoi 57 est absolument caduque, irrelevant, comme on dit chez les Anglais, face à du paramoteur militaire. C'est bien pour ça que c'est utile. C'est également pour ça qu'en vecteur de pénétration en territoire ennemi, les forces spéciales peuvent utiliser du saut à l'eau ou HO, c'est-à-dire du High Altitude Low Opening. Ils sortent de l'avion, ils se font chuter jusqu'à très bas, ils ouvrent le parachute, ou ils sortent de l'avion à haute altitude, ils ouvrent tout de suite le parachute, là encore on le voit dans des films, et après ils vont dériver sous voile, naviguer sous voile, pouvoir changer peut-être de pays, faire 50, 30, 70 km en dérive, et se poser comme ça dans la zone d'opération. C'est exactement le même concept, sauf que là, ça nécessite un avion. Là, vous êtes autonome et en 50 mètres, vous pouvez décoller. Ensuite, derrière, qu'est-ce qui va vous permettre également de détecter? Éventuellement des caméras de surveillance ou des caméras thermiques. Et après, le bon vieux observateur au sol. Comme pendant la guerre du Vietnam, vous aviez les observateurs au sol qui passaient des coups de fil pour dire « j'ai été survolé par ton avion de chasse ». Maintenant, une fois que vous avez vu passer un paramoteur, c'est sympa, mais il ne se bat pas avec son drapeau du Hamas, forcément. Comment est-ce que vous le classifiez? C'est qui ce gars? Est-ce que c'est un sportif? Est-ce que c'est Rémi Gaillard qui se balade et qui fait un prank? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous attaque? Et à partir de là, engagement, oui ou non? Et c'est là où il y a un point très intéressant par rapport à ce cas des paramoteurs. Vous êtes militaire, vous êtes dans le cas de l'Israël. C'est le matin, vous faites survoler par un paramoteur. Est-ce que vos règles d'engagement vous autorisent à le canarder? Il y a peu de chances. Maintenant, est-ce qu'il faut sûrement avoir des réflexions autour des règles d'engagement de paramoteurs à profil militaire? C'est sûrement une réflexion que toutes les armées au monde gagneraient à avoir parce que la règle d'engagement sur un paramoteur qui passe au-dessus de votre tête, ça risque de rejoindre ce qu'on fait en posture permanente de sécurité. Vous allez envoyer un hélicoptère pour l'intercepter, mais ça prend du temps et lui, il peut facilement vous semer ou se poser n'importe où et faire sa mission terroriste. Donc mes two cents sur cette histoire de paramoteur, c'est quoi? C'est que lors de mon dernier vol Rafale, j'ai failli me bouffer des paramoteurs. Je passais le terrain de Saint-André-de-l'Eure, j'ai continué vers Availlé-de-l'Eure et j'en ai esquivé. Ça veut donc dire, vous aurez compris, que je ne les ai pas vus au radar et que c'est mes yeux, voire à éviter, qui m'a permis de les éviter. Ça veut donc dire que même avec un avion technologiquement avancé, un gars qui se balade sous une voile, c'est difficile à détecter. Donc encore une fois, les avions de chasse, les armées de l'air répondent à un besoin spécifique qui n'est pas celui d'attaquer des paramoteurs. C'est un talon d'Achille de la défense aérienne. L'Iron Dome, système solaire dont on va reparler cette semaine, il n'est pas fait pour détecter et engager des paramoteurs. Donc, est-ce que c'est normal qu'une armée aussi puissante et aussi entraînée que celle d'Israël se fasse surprendre par des paramoteurs en 2023? Honnêtement, je pense qu'il y a matière à débriefer, mais surtout, il y a matière à débriefer pour toutes les autres armées parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Je ne pense pas qu'on aurait fait mieux. Ensuite, changement de règles d'engagement par rapport à ces vecteurs aériens. Je ne sais pas s'il faut les changer, mais en tout cas, il y a une réflexion à avoir. Et dans la mesure où en France, on va par exemple avoir Paris 2024, vous pouvez vous dire que vous êtes policier, vous êtes militaire, vous voyez passer un paramoteur au-dessus de Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement. Vous allez me dire, ce n'est pas le même cas, mais vous le savez, sur cette chaîne, l'objectif est toujours d'essayer de récupérer des faits militaires qui arrivent partout sur Terre et de se poser la question: en quoi est-ce que ça peut nous faire grandir professionnellement? En quoi est-ce que ça peut peut-être nous amener à sauver des vies en France, tout simplement. Donc, en définitive, ce à quoi je vais vous laisser, c'est la difficulté de la posture défensive. Et ça, malheureusement, quelle que soit la guerre, quelle que soit la force de votre armée, on l'a vu avec Pearl Harbor, on l'a vu là avec ce qui vient de se passer hier en Israël, la posture défensive est une posture extrêmement complexe. Et l'adversaire aura toujours l'avantage lors des premières heures de l'attaque. Soit il maximise son potentiel offensif pendant ces premières heures, soit il n'y arrive pas. On l'a vu par exemple avec la Russie, qui n'a pas réussi à faire la doctrine américaine du shock and awe. On rentre et on te casse l'envie de te battre. Là, on va voir comment réagit Israël, mais je pense qu'ils vont réagir de manière assez forte et surtout, ils ont quand même du matériel et ils ont la conscription et donc une capacité à monter énormément
leur volume d'armée, chose que par exemple nous n'avons pas en France où 0,2% de la population est sous l'uniforme et apte à défendre le pays, ce qui n'est pas le cas en Israël. On en reparlera. L'idée, c'était vraiment de vous montrer que le paramoteur militaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui a été régulièrement utilisé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas régulièrement utilisé qu'il ne faut pas, dans ces scénarios de préparation, y penser, parce que l'adversaire, c'est vos scénarios de préparation, et il va forcément essayer de vous surprendre. Quand vous voulez attaquer Goliath et que vous êtes David, vous visez son talon d'Achille. Je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez de vos proches. Et évitez de traîner trop sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des vidéos horribles. Fly safe.